Salut tout le monde, voici la vidéo que je vous avais promise sur la stratégie, la préparation spécifique à l'étape du Tour. Alors, je m'y prends un petit peu tard, je le reconnais, mais bon, j'ai pas pu faire autrement. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes à 3 semaines de l'étape du Tour. Donc, avant de vous parler stratégie et puis tout ce que je vais mettre en place durant ces 3 semaines, qui pourra peut-être vous aider vous aussi dans votre préparation spécifique à l'étape du Tour, je voulais vous faire un petit point sur mon état de forme actuel, qui est vraiment excellent. Je vais pas vous mentir, je vais pas essayer de minimiser un petit peu mes chances de réussir. Comme vous le savez, j'ai un projet qui est de réaliser un top 100 sur l'étape du Tour. Bon, je vous ai toujours dit que ça allait être difficile, je le pense encore aujourd'hui, mais j'ai quand même atteint un niveau cette année qui n'a jamais été aussi élevé. J'ai pas mal progressé, alors rien non plus d'extraordinaire, mais j'ai quand même progressé. C'est plutôt une très bonne année pour moi, je vais vous en reparler. J'ai réalisé de très bons résultats cette année dont je ne vous ai pas forcément tenu au courant sur YouTube, mais je l'ai fait sur Instagram, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller vous abonner à mon compte Instagram. Donc si je retrace un petit peu l'historique de ma saison, je vous avais laissé dans le dernier épisode de la série Top 100 EDT, donc série dans laquelle je vlog mon entraînement, je vous partage mon entraînement dans le but de réaliser un top 100 sur l'étape du Tour. J'avais réalisé un test lactate, premier seuil à 270 watts, deuxième seuil à 300 watts, donc des valeurs vraiment élevées pour moi. J'avais jamais atteint ces valeurs-là, notamment au niveau du premier seuil. Donc voilà, c'était vraiment très encourageant et ça annonçait une belle saison. Alors au moment où je vous parle, j'ai pas refait de test lactate parce que suite à ce dernier test, j'ai enchaîné ma saison de compétition, donc avec les courses c'est pas forcément évident, même si j'ai continué de m'entraîner dans cet objectif principal de l'étape du Tour, j'ai pas forcément eu la nécessité de refaire des tests. Alors comme je vous le disais, j'ai toujours été honnête avec vous, je vous ai toujours dit que l'objectif serait difficile à atteindre, ambitieux mais difficile. Ambitieux, difficile, mais potentiellement réalisable. Je m'en sentais capable si ma saison se déroulait vraiment sans accroc. Si je suis vraiment très sérieux dans l'entraînement, que j'ai de la chance aussi, parce qu'il faut aussi une part de chance, ne pas tomber malade, ne pas faire d'erreurs, ne pas avoir d'imprévus qui pourraient mettre en pause l'entraînement. Malheureusement, ouverture de la saison sur la Corima le 17 mars et je chute au bout de la première heure de course. Voilà, je suis à 40 km/h dans un peloton. Je sais pas pourquoi ça pile devant moi. Je m'empale et je me relève. Le vélo n'a rien. Moi, j'ai un petit peu mal et bon, je termine quand même la course, mais je me rendrai compte quelques jours plus tard qu'en fait, je me suis fracturé la première côte. Donc à ce moment-là, je vous avoue que je crains un petit peu pour ma saison. Évidemment que ça m'a ralenti et que j'ai pas pu m'entraîner comme je le voulais. Mais bon, 17 mars, on était encore très loin de l'étape du Tour, donc j'ai repris l'entraînement progressivement. J'ai refait des belles séances, j'ai fait beaucoup de séances de travail au niveau des seuils, donc beaucoup de séances de tempo, de sweet spot. Et donc, ça m'a permis de reprendre de bonnes sensations relativement rapidement. Et donc, j'ai repris confiance et j'ai même passé des séances, notamment celle-ci, qui me font dire que, voilà, j'ai jamais été aussi fort. Alors, je reprends la compétition le 27 avril sur la 66 degrés sud à Perpignan, course que je n'ai jamais faite, qui permet aussi par la même occasion de se qualifier au championnat du monde grand fond d'eau. Donc, bon, même si ça reste pas mon objectif principal, je me dis que si j'arrive à me qualifier pour ces championnats du monde, c'est quand même pas mal, ça fait toujours classe sur un CV. Donc voilà, je vais tenter de me qualifier. La condition est plutôt très bonne à ce moment-là. Malheureusement, il y a eu quelques faits de course, quelques imprévus qui m'ont fait rater la qualif à 3 places. Donc voilà, un petit peu déçu. Mais je garde mon objectif en tête et globalement, je sens que je suis en train de monter en puissance. Je retente ma chance 15 jours plus tard sur le Grand Fond d'eau Vosges. Alors, avec un sentiment partagé parce que là, je connais cette course. J'ai participé l'année dernière et je sais que le niveau il est très relevé parce que justement, il y a beaucoup d'étrangers qui tentent de se qualifier pour les championnats du monde, notamment énormément de Belges, de Hollandais. Donc, voilà, même si la condition est très bonne, les chances pour que je me qualifie sont plutôt faibles puisque l'année dernière, j'avais fini vraiment très loin de la qualif. Donc voilà, je suis pas sûr de moi, mais en même temps, je suis quand même confiant
parce que je suis confiant sur ma condition, et puis j'ai passé un vrai step aussi au niveau des descentes, je suis beaucoup plus confiant en descente, et donc je me dis que c'est peut-être possible. Les jambes sont au rendez-vous, je me sens vraiment fort, et je termine la course à une 151e place sur un petit peu plus de 1300 participants, donc super perf. J'obtiens ma qualification pour les championnats du monde avec pas mal de marge cette fois-ci, et je finis la course même en ayant l'impression de ne pas avoir complètement tout donné, donc voilà, c'est vraiment très encourageant pour la suite. Et en plus, cerise sur le gâteau, j'ai le plaisir de partager cette qualif avec Noé, que j'entraîne depuis plusieurs années et qui lui aussi a beaucoup progressé. J'enchaîne la semaine d'après avec la Vache qui rit, qui est une cyclosportive qui nécessite beaucoup plus d'explosivité que sur le Grand Fondo Vosges ou la 66, puisque les bosses sont beaucoup plus courtes. Et malheureusement, j'explose direct dans la première bosse. Vraiment, je mets le clignotant comme j'ai jamais mis le clignotant, à des watts qui sont vraiment pas extraordinaires. Je suis capable de faire bien mieux en temps normal, donc voilà, un peu déçu. Alors je termine plutôt fort la course, mais bon, je fais une 59e place sur 1300, ça reste correct, les watts sont globalement corrects, mais voilà, quand même un peu déçu de ma performance. À froid, si je devais l'analyser, je saurais pas exactement vous dire pourquoi ça s'est passé comme ça. Peut-être un jour sans, peut-être aussi un manque d'échauffement pour que je sois suffisamment à l'aise sur ces très hautes intensités au-dessus de 400 watts. Voilà, peut-être aussi que j'ai un petit peu trop délaissé ces très hautes intensités au-dessus de 400 watts parce que je me prépare principalement pour des courses en montagne et notamment cette étape du Tour. Donc voilà, peut-être que c'est un cumul des trois, je sais pas exactement, mais dans tous les cas, voilà. Prestation plutôt correcte, mais quand même un petit peu déçu. À ce moment-là, je participe 15 jours après au Grand Fondo Mont Ventoux, et donc je connais très bien la course, je sais que le départ, la première heure est souvent très intense, très dur, et qu'en plus, on termine par cette montée du Ventoux qui nécessite en plus des qualités d'endurance, de durabilité et d'avoir des bons seuils pour pouvoir bien monter le Ventoux. Donc, je décide, pour pas complètement exploser sur cette première heure, de refaire du travail à très haute intensité parce que au niveau des seuils, la condition est là, les qualités sont là, et je vais pas perdre grand chose à refaire la très haute intensité. Et j'ai vraiment bien fait parce que cette course-là, vraiment, je vais voler. Et d'ailleurs, je réalise sans doute, je saurais pas dire exactement, mais je pense que c'est sans doute ma meilleure performance depuis que je fais du vélo, puisque je réalise une 40e place ou une 41e, je sais plus bien, sur plus de 2300 participants. Donc ouais, vraiment super content de ma course. Je fais une première heure vraiment facile, j'encaisse vraiment facilement, et puis je fais un super Ventoux à 270 watts de moyenne après 3 heures de course. Donc ouais, j'ai réellement jamais été aussi fort. Voilà en ce qui concerne ce bilan de ma première partie de saison qui m'amène à l'étape du Tour. Donc bilan très positif. Et avant de vous parler de l'entraînement spécifique que je vais faire durant ces 3 dernières semaines qui nous séparent de l'étape du Tour, c'est vraiment important d'analyser le parcours pour comprendre quelles qualités on va avoir besoin de travailler spécifiquement pour préparer l'épreuve. Alors, en ce qui concerne le parcours, je vais volontairement simplifier l'analyse parce que je ne peux évidemment pas vous donner vos temps d'ascension en fonction de la puissance et du poids de chacun. Si vous souhaitez le calculer précisément pour vous, je vous conseille d'aller sur Best Bike Split qui le fait très bien. Alors le parcours de l'étape du Tour de cette année, en gros, vraiment en très gros, c'est 4 fois 1 heure de montée. 4 fois 1 heure pour un cycliste d'environ 70 kg qui monterait environ l'école à 270 watts. Donc voilà, j'ai pris mon cas personnel. En gros, c'est à peu près ce que j'envisage de faire. Donc voilà, n'allez pas me dire non, c'est pas 1 heure, c'est 1h10, c'est 1h15, là c'est 50 minutes. J'ai fait une moyenne, en gros, c'est 4 fois 1 heure. Cette simplification va nous permettre de construire des séances simples qui vont nous permettre de nous préparer à cette étape du Tour. Évidemment, le Turini, c'est le plus long, il fera sans doute un petit peu plus d'1 heure pour certains, et puis il y en a d'autres, notamment le premier col, le col de Brosse, qui sera peut-être un petit peu moins d'1 heure. À partir de là, on a une vision beaucoup plus claire de ce que doit être notre préparation spécifique à 3 semaines, à quelques semaines de cette étape du Tour. Mais avant de vous parler de cette préparation, c'est important pour moi de souligner, de vous parler de la pente moyenne de ces cols.
Ces cols, ils font tous en moyenne entre 4 et 6% de pente. Il y a des passages un petit peu plus difficiles, mais ils durent jamais très longtemps et ils sont jamais très difficiles. Donc, globalement, Bros, Turini, Colmiane, alors je mets la Couillole un petit peu de côté, c'est des cols qui sont quand même assez roulants, notamment dans leur première partie. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend? Ben, si vous avez des cols roulants, ça sous-entend qu'il y a pas mal d'énergie à économiser dans les roues des concurrents. Et c'est là, sans doute pour moi, le plus grand piège de cette étape du Tour, c'est qu'il va falloir essayer de chercher, en tout cas pour ceux qui cherchent à faire le meilleur classement possible ou le meilleur temps possible, à prendre les meilleures roues possibles sans se mettre dans le rouge. Et ça va vraiment être très difficile, notamment dans le premier col. Ensuite, les groupes seront faits. Alors c'est d'autant plus un piège pour moi parce que je me suis fixé un objectif vraiment ambitieux de réaliser un top 100. Je sais même pas si j'en suis capable, si j'ai la condition physique pour le réaliser. Et donc, il va falloir que je prenne des risques, que je joue un petit peu avec mes limites et que je profite au maximum de ces roues sans non plus trop mettre dans le rouge et exploser complètement dans la couillole parce que dans ce dernier col, il y aura aussi beaucoup de temps à perdre ou beaucoup de temps à gagner en fonction de la gestion de notre course. Donc ça va être en quelque sorte une danse délicate entre les roues de coureurs très forts mais trop forts et les coureurs plus forts mais pas trop forts qui vont me permettre de garder quand même ma puissance cible et en même temps de profiter de l'aspiration. Donc ça va être quelque chose de très délicat à faire, mais il faut en être conscient et il va falloir être concentré notamment dans cette première ascension du col de Bro pour essayer de jongler, de danser entre ces différentes roues qui vont nous permettre d'aller plus vite sans mettre plus de watts, en tout cas en essayant de limiter un petit peu les watts qu'on va mettre, en essayant de pas trop dépasser notre deuxième seuil, parce que pour moi, je pense que si déjà on arrive à monter ces cols au premier seuil, ce sera déjà pas mal. En ce qui concerne ces watts cibles et le pacing durant ces ascensions, comme je vous le disais, c'est en gros 4 fois 1 heure pour quelqu'un de mon niveau, donc comptez un petit peu moins pour les plus costauds et puis plus pour les autres. Mais en gros, pour avoir une idée de ce que vous êtes capable de tenir sur ces durées-là, rien ne peut remplacer l'entraînement et les séances spécifiques. Au moment où je vous parle, vous devriez déjà avoir réalisé pas mal de séances au premier seuil, des séances de tempo, des séances de sweet spot, qui devraient déjà vous donner une bonne idée de ce que vous êtes capable de tenir sur des intervalles longs. Je vous prends un exemple, quelqu'un qui a déjà réalisé une séance du type 4 fois 30 minutes tempo, autour des 230 watts, avec une cote d'effort à 5 ou 6 sur 10, ce qui est plutôt commun pour du tempo, il sait qu'il est capable, le jour de la course, de tenir en gros ces watts-là, donc 220, 230 watts, sur 4 fois 1 heure avec une cote d'effort de peut-être 8 ou 9 sur 10 le jour de la course, puisque ces jours-là où il faut se faire vraiment mal. Si je vous prends mon exemple, j'ai déjà réalisé une séance de 4 fois 30 minutes à 280 watts avec une cote d'effort à 5. Donc, je sais que je suis capable à peu près de tenir ces watts-là sur 4 fois 1 heure. Évidemment, ça reste qu'une estimation. Ça ne prend pas en compte certains facteurs extérieurs qui sont très importants, comme l'altitude et, je dirais encore plus important, la température, puisqu'il risque de faire très chaud ce jour-là. Et donc, évidemment que ça va compter, notamment sur la fin de course. Ce sont les dernières séances spécifiques qui vont nous aider un petit peu à affiner cette stratégie de pacing, mais évidemment qu'on ne pourra jamais reproduire les conditions du jour J. On a parlé des montées, attention aux descentes. Alors globalement, elles sont plutôt bonnes, mais attention quand même à la descente du Turini, dont le revêtement est pas forcément toujours très bon. Pas mal de virages qui se referment sans visibilité, donc attention notamment à celle-ci. Si vous êtes à l'aise, ça vous posera pas de soucis. Si vous l'êtes un peu moins, attention. Très peu de vallées, vraiment quasiment pas de plat. Il y a un tout petit morceau de vallée juste avant d'arriver à la Couillole, dans la vallée de la Vésubie. Donc là, il faudra pas être tout seul non plus, mais ça dure pas non plus très longtemps. Dans tous les cas, je vous invite à revisionner la vidéo qu'on a faite sur la reconnaissance de l'étape du Tour. Vous aurez un petit peu plus d'infos sur le parcours. Alors, j'aimerais maintenant aborder le sujet avec vous de la nutrition et de l'hydratation. Pour établir une bonne stratégie nutrition, il va falloir que vous estimiez le temps global que vous allez mettre le jour de l'épreuve.
Pour estimer ce temps global, là encore, vous pouvez utiliser Best Bike Split en estimant les watts que vous allez mettre dans les différentes ascensions. Il va vous calculer un temps global sur l'épreuve. Là encore, je peux pas faire du cas par cas, donc je vais reprendre mon exemple personnel. Personnellement, j'estime en gros, vraiment en très gros, mettre 6 heures d'épreuve. Donc, je vais emmener avec moi suffisamment pour être performant durant 6 heures d'épreuve. En connaissant ce temps d'épreuve, je vais pouvoir calculer la quantité exacte de glucides que je vais emmener avec moi. Vous le savez, je vous le dis de maintenant depuis un petit moment, même si certains sont encore un petit peu réfractaires à cette idée, plus on consomme, plus on est capable de consommer de glucides et plus on en consomme durant l'épreuve, et plus on va être performant longtemps. Moins vous allez connaître de coups de moins bien et de chutes de puissance. Si vous souhaitez vraiment savoir plus sur l'importance de ces glucides, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite spécifiquement sur le sujet. Alors la quantité de glucides que vous allez pouvoir absorber le jour de l'épreuve, elle est très différente évidemment en fonction des individus et en fonction de si vous êtes entraîné aussi à l'entraînement à consommer des glucides. Parce que les intestins, ça s'entraîne. Et si vous n'avez pas l'habitude, vous ne pourrez jamais consommer d'un jour à l'autre 100 grammes de glucides sans avoir de problèmes intestinaux. Donc voilà, je vous conseille de vous entraîner dès maintenant si vous ne l'avez pas fait pour l'étape du Tour en augmentant petit à petit les quantités à l'entraînement. Puisque plus vous êtes capable d'en consommer une grande quantité et plus vous allez préserver longtemps vos réserves de glucides, vos réserves de glycogène et donc plus vous allez être capable de maintenir une condition, un niveau de puissance élevé durant l'épreuve, durant votre sortie d'entraînement. Personnellement, je vais partir sur 120 grammes. C'est une quantité à laquelle je me suis entraîné à l'entraînement et même en course. Je sais que je suis capable de consommer cette quantité-là. Pas plus. Je sais qu'au-delà, ça devient compliqué, surtout s'il fait chaud. Donc voilà, je vais emmener 120 grammes de glucides par heure sur 6 heures. Ça fait 720 grammes de glucides à emporter sur moi. Donc ces 720 grammes, vous pouvez les consommer de la façon dont vous le souhaitez. Personnellement, je préfère consommer ça majoritairement de façon liquide, donc dans de la boisson, dans les bidons. Mais je sais que certains aiment aussi emmener du solide, notamment sur des épreuves longues. Tout est possible, ça c'est vraiment à la convenance de chacun. Moi, ce sera principalement de la boisson et avec quelques gels pour compléter. En ce qui concerne l'hydratation, vous savez que j'ai fait cette erreur-là l'année dernière sur mon étape du Tour 2023. Donc, je sais, je suis sans doute pas le mieux placé pour vous conseiller sur le sujet. Surtout que ça va dépendre aussi de la température du jour J. Mais bon, a priori, un 6 juillet, puisque au moment où je vous parle, ça a été décalé d'une journée, il risque de faire assez chaud, donc personnellement, je conseillerais plutôt de partir sur un minimum de 500 ml par heure, mais je pense que ça suffira pas pour certains. L'affichage du compteur, alors ça peut vous paraître un petit détail, mais pour moi, il a quand même son importance. Je voulais vous partager les informations que je vais afficher, que j'affiche même d'ailleurs tout le temps durant les courses, durant l'épreuve. Alors, pour moi, 3 informations importantes. La première, c'est la carte. Je pense que c'est vraiment très important d'afficher la carte, notamment pour les descentes. Ça vous permet d'anticiper, de voir les virages qui arrivent et donc d'éventuellement un peu moins freiner et donc de gagner du temps et en tout cas de descendre en sécurité. Donc ça, c'est vraiment capital pour moi. En deuxième information, évidemment, les watts, parce que afficher les watts, c'est vraiment important dans les ascensions de col qui durent vraiment longtemps, parce que ça va vous permettre de gérer votre effort. Alors, évidemment que ça l'est beaucoup moins sur des courses punchy, mais pour une étape du Tour, ça me semble quand même important. Et puis la troisième information, c'est votre temps d'épreuve, le temps écoulé. Parce que voir le temps, ça va vous permettre d'être rigoureux sur votre stratégie de nutrition et d'hydratation, notamment en buvant régulièrement toutes les 10 minutes, en mangeant toutes les 20 minutes, et ça va vous permettre d'avoir une énergie vraiment constante durant toute l'épreuve, sans faire d'oubli. Donc voilà, pour moi, ça, c'est vraiment les 3 informations importantes: carte, watts et temps écoulé. J'affiche pas plus d'informations sur cet écran-là parce que sinon je perds en lisibilité au niveau de la carte. Voilà, mais rien ne nous empêche d'avoir d'autres écrans, c'est mon cas aussi, en affichant notamment, moi ce que je trouve intéressant, c'est aussi le profil des ascensions
qui vous permettent de voir où est-ce que vous vous trouvez dans la bosse et donc d'estimer un petit peu le temps qui nous reste et donc de gérer aussi l'effort. Autre point que je voulais aborder aussi avec vous, c'est le matériel. Alors le vélo, j'ai fait une vidéo très récente, c'est celle qui est juste avant sur mon vélo. Il va pas changer, voilà. Donc si ça vous intéresse de savoir quel matériel je vais utiliser, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Très rapidement, au niveau des développements, vous allez certainement trouver ça gros, mais moi ça me convient pour des cols roulants comme ça. J'aurai un petit plateau 1,40 avec un 34 à l'arrière. Et pour moi, c'est largement suffisant. Voilà, 260, 270 watts. Au niveau de la cadence, je suis très bien à ce niveau-là. Au niveau des caméras, puisque vous le savez, ça va être l'acte final de cette série Top 100 étapes du Tour. Je vais très probablement emmener avec moi cette Insta360. C'est la nouvelle X4 que je trouve vraiment incroyable au niveau des images, puisque elle permet de faire des images à 360 degrés, ce que j'avais pas durant ma dernière vidéo des étapes du Tour. Et donc, ce qui va être intéressant pour vous, c'est d'avoir aussi mon point de vue, d'avoir mon visage et d'avoir mes retours sur le vélo. Je vais pouvoir filmer devant, mais aussi derrière, donc mon visage. Et donc, je pourrais vous commenter ma course en direct. Je vais essayer de le faire un maximum, même si voilà, il va falloir que je sois concentré aussi sur ma course, parce que l'objectif va être difficile. Mais je ferai aussi cet effort-là pour vous, pour la chaîne. Donc voilà, c'est une caméra qui filme en 360, en 8K, donc ça permet en plus de zoomer dans l'image de façon incroyable. Une autonomie aussi qui est vraiment excellente, je crois autour des 1h30, 2h, donc c'est supérieur à une GoPro. Donc voilà, je pense que je vais probablement emmener cette caméra-là avec moi pour filmer mon étape du Tour. Toujours sur le matériel, au niveau des roues, moi je vous invite à prendre la paire de roues la plus légère possible, évidemment. Même si le poids, ça fait pas tout sur ce type d'épreuve, ça compte un petit peu quand même. Mais je dirais que le plus important, au-delà du poids des roues, ça reste les pneus. Ne négligez pas une bonne paire de pneus parce que vous pouvez perdre rapidement une dizaine de watts au roulement avec des mauvais pneus. Moi, je vous invite à aller voir un très bon site qui s'appelle Bike Rolling Resistance qui compare tous les pneus et qui va vous aider à faire votre choix. Me concernant, je roule avec ça depuis des années et pour moi, il n'y a pas beaucoup mieux. GP5000, STR en tubeless me concernant puisque j'aurai les Roval alpinistes en tubeless. Donc voilà le petit conseil pneus. La tenue, elle doit être légère aussi. Alors non pas pour gagner du poids parce que là c'est vraiment négligeable, mais c'est surtout avoir une tenue très fine, très légère pour vous permettre d'évacuer facilement la transpiration et indirectement la chaleur corporelle parce que la chaleur corporelle, c'est aussi ce qui va vous limiter dans votre performance. S'il fait très chaud le jour J, vous allez monter en température progressivement tout au long de l'épreuve. Alors vous allez peut-être redescendre un petit peu dans les descentes, mais globalement sur la couillole, ça risque de faire aussi la différence entre quelqu'un qui est adapté à la chaleur, qui a une tenue vraiment légère, qui lui permet d'évacuer la chaleur, et quelqu'un qui a une tenue beaucoup moins adaptée et qui va surchauffer et qui va du coup devoir, pour refroidir la machine, descendre un petit peu en intensité en watts. En parlant de la chaleur corporelle, c'est important aussi de vous parler des casques. Alors moi, je vous conseille d'éviter tout ce qui est casque aéro ce jour-là. Moi, je suis un fan de ces casques-là, hein. J'utilise le casque aéro de chez Spé quasiment toute l'année. Mais pour une épreuve comme celle-ci, avec beaucoup de dénivelé, très difficile, où il risque en plus de faire très chaud, je mettrais pas celui-ci. Je mettrais la version montagne, la version aérée. Donc voilà, si vous avez des casques aéros qui sont peu aérés, moi je vous le déconseille fortement. Les watts que vous allez gagner en termes d'aérodynamisme, pour moi, ils valent absolument pas le coup face aux watts que vous risquez de perdre à cause de cette température corporelle qui risque de ne pas suffisamment redescendre à cause de ce casque qui limite l'aération. Et puis dernier point, toujours au niveau de cette chaleur, voilà, je sais que certains vont me parler de la couleur des tenues, c'est quelque chose qui fait toujours un petit peu débat. Personnellement, je suis pas convaincu que ça fasse une grosse différence, en tout cas j'en sais rien. Dans le doute, évitez le noir. Je voulais terminer cette vidéo par la question du poids. Alors je parle bien sûr du poids du cycliste, le poids du bonhomme, parce que si je ne l'avais pas fait, je sais que vous me l'auriez fait remarquer. Alors, à 3 semaines ou à 15 jours, ça dépend quand est-ce que vous allez visionner cette vidéo, de l'étape du Tour, pour moi, le poids, c'est pour ça que je l'aborde en dernier, ça ne doit vraiment plus être votre priorité.
Évidemment que le poids, c'est quelque chose qui est déterminant dans la performance, notamment sur une épreuve comme celle-ci. Mais à 3 semaines ou 15 jours de l'étape, c'est plus le moment de perdre du poids. En tout cas, au mieux, un petit kilo, mais pas plus, parce que si vous cherchez à perdre plus, vous risquez de perdre en muscle, de perdre en énergie, et pour moi, le risque n'en vaut vraiment pas la peine. Personnellement, je suis passé de 73 à 71 kilos par rapport au début de saison, donc j'ai perdu 2 kilos, mais je l'ai fait vraiment sur plusieurs mois, donc j'y suis allé vraiment très progressivement, et j'ai laissé mon corps s'habituer, s'adapter à cette perte de poids. Je vais essayer de perdre encore un petit kilo, mais pas plus d'ici l'étape. J'aurais fait une perte de 3 kilos sur 6 mois, donc c'est quelque chose qui est très progressif et qui ne doit vraiment pas se faire au dernier moment, au risque, je vous le disais, de perdre vraiment en force et en énergie. Donc voilà, ne le faites pas. Je vous reparlerai de la perte de poids, je referai une vidéo après l'étape du tour sur la perte de poids, sur l'alimentation, parce que vous me l'avez beaucoup demandé, vous me le réclamez depuis des années, et à chaque fois je reporte parce que je me sens pas forcément légitime pour le faire. Là, cette année, j'ai découvert quelque chose vraiment de très intéressant, de passionnant sur l'alimentation, et donc je pense que ça vous passionnera aussi, ça vous aidera aussi, donc je vais le faire, c'est promis, mais après l'étape. Voilà, je pense que j'ai abordé une globalité de sujets. Alors, je n'ai peut-être pas tout couvert. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à me les poser en commentaire de cette vidéo. J'ai essayé de faire au plus court parce que le temps est compté. Bon, il reste plus beaucoup de temps, donc je vous souhaite bonne chance, bon courage dans votre préparation. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser dans le SAS. Je serai SAS 0. Si on n'a pas l'occasion, peut-être en fin d'épreuve, n'hésitez pas à venir vers moi discuter. Je vous promets de faire le maximum comme j'ai toujours fait. Je ferai du mieux possible. Si ça fait top 100, ce serait extraordinaire et vous aurez une belle vidéo. Si ça fait pas top 100, je serais peut-être un petit peu déçu, mais je pourrais pas être frustré parce que j'aurais fait le maximum. Donc voilà, dans tous les cas, je pense que ça fera une belle vidéo aussi. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt sur l'étape du tour. Et puis, essayez de lâcher les watts.